Bonsoir. Voilà une première pour moi. Je vais devoir lire en public et en plus devant un écran, ce qui n'est pas spécialement habituel. Donc je me présente, Brice Milan. Je suis auteur depuis environ 7 ans et j'ai écrit entre autres une trilogie de fantasy dont le premier tome s'intitule Les fragments perdus. Ce soir, je vais plutôt vous parler d'une ville futuriste et d'une nouvelle ayant trait plutôt à la science-fiction. En effet, j'avais répondu à un appel à texte en 2017 aux éditions Arcuris dans les villes du futur. Et ma nouvelle s'intitule Mégavore. Donc le premier chapitre, Stone. Dans un coin de ma tête, il y a une image qui m'obsède. Je n'ai aucune difficulté à maîtriser son corps svelte et désirable. Amy resplendissait depuis notre première rencontre, irradiante de beauté. Je ne m'attribue nullement le mérite de l'avoir séduite, comme disait un de mes copains Bud, adepte d'un langage fleuri. Tom, cette fille est dingue de toi, et t'as rien fait pour. T'es juste qu'un vénère de queutard. Je revois encore son regard moqueur et sa moue sarcastique. S'il est un fait troublant, c'est bien qu'une superbe nana ait été attirée par un mec tel que moi. La trentaine passée, une dégaine d'adolescent attardé ne dépassant pas le mètre 80, les cheveux frisés et les yeux marrons. Pour quelqu'un qui vit à la fin du XXIe siècle, c'est carrément ringard. Les progrès de la cybergénétique ont permis des améliorations sans précédent pour l'espèce humaine. Apparemment, je n'ai pas su en profiter. À longueur de journée, des publicités vantent les programmes de conception prénatale avancés. Mes parents, paix à leurs âmes, n'avaient pas les moyens financiers pour en faire bénéficier leur unique rejeton. La silhouette d'Amy apparaît de nouveau à un carrefour. D'après le psy, rien de plus normal lorsqu'un être vous cher vous a été enlevé brutalement. Quelle chance pour ce brave médecin de pouvoir s'abriter derrière son sacro-saint détachement professionnel. Dans mon cas, la mort par défenestration de la femme que j'aimais a provoqué un véritable tsunami dans mon psychisme. J'ai passé plusieurs semaines enfermé dans un établissement spécialisé pour dépressifs. J'en suis sorti hier avec la mention état général stabilisé sur mon dossier. Dès que mes pieds ont foulé le macadam de la métropole, ma seule idée, mon unique but, a été de me rendre sur le lieu du drame. Depuis le décès d'Amy, je n'ai pas eu le courage d'y aller. Ce pèlerinage macabre constitue la première pierre à l'édifice qui, une fois terminé, devrait achever ma guérison. Au dire des pontes médicaux, du moins, moi je n'aspire qu'à rendre hommage, une dernière fois, à l'amour de ma vie. La fragilité de l'existence m'a explosé à la gueule dès lors qu'Amy a mis fin à ses jours. Cette incompréhension, cette absence de justification imprègne mes veines d'un poison lent que seule une visite au point zéro de ma relation amoureuse pourrait ralentir. Je me fous des considérations de l'ordre des médecins, de tous ces diplômés qui ne s'adressent à moi qu'avec des chiffres et des statistiques. Au fond, je sais que je dois à Amy cette rencontre avec le néant. Pour elle, j'aurais retourné la terre entière, si seulement elle m'avait demandé. À présent, j'avance dans les artères principales de cette ville épaisse, mégapole déshumanisée, où pourtant des millions d'âmes cohabitent. Les façades grises des immeubles, dévorées par les fumées d'échappement, ne renvoient pas la lumière. Leur mine assombrie n'annonce rien de bon pour l'avenir des terriens. Durant plusieurs décennies, les principales nations de la planète se sont entre-déchirées
afin de trouver un accord au sujet des énergies fossiles. L'idée générale était de limiter, voire de supprimer à moyen terme l'utilisation des moteurs thermiques. Mais les groupes d'intérêt pétroliers, les risques élevés de déclenchement de panique au sein des populations des pays développés ont ruiné tous les efforts pour aboutir à une solution raisonnable d'un point de vue énergétique. La décision d'optimiser la conception des mégapoles a finalement été adoptée par ces nations esclaves des carburants, malgré la pénurie croissante de pétrole et de gaz. Les évolutions phénoménales en matière d'intelligence artificielle ont permis de doter peu à peu toutes les grandes cités d'une kyrielle de capteurs analysant en temps réel l'ensemble des données vitales pour la santé de l'organisme humain. La température et le taux de particules dans l'air, le pourcentage de dioxyde de carbone, les données météorologiques. En fonction des résultats relevés, un ordinateur centralisé au cœur de chaque ville organise le trafic autoroutier, les transports en commun, les flux de passagers. L'homme, n'ayant su réprimer ses besoins énergivores croissants, a délégué à une machine le besoin de satisfaire son bien-être. Je hausse les épaules tandis que le ciel se couvre de nuées hostiles. J'imagine l'immense computer de la tour de la sagesse, comme l'ont pompeusement baptisé les hauts responsables de ce programme ambitieux, transmettre des ordres à une multitude d'automates afin d'agir sur le climat. Est-ce vraiment sérieux d'envisager l'avenir de la planète en maquillant la réalité? Pour m'en convaincre, je hume l'air ambiant. Des torrents de véhicules se déversent sur les artères bouchonneuses. Pourtant, j'ai l'impression de marcher dans une forêt de sapins en montagne. Fichu programme numérique, capable de concocter de subtiles odeurs de synthèse. L'être humain se contente d'illusions pour entretenir l'espoir de survivre sur une planète archi-polluée. Les klaxons rageurs des automobilistes en mal de foyer me ramènent les pieds sur terre. Le bitume semble transpirer sous l'effet de la chaleur moite. Un bug dans ce fameux programme? Au même moment, une multitude de jets de vapeur entrent en action, déclenchés par un ordre suprême de la machine informatique. Suis-je le seul à avoir encore conscience de notre degré de soumission à ces robots numériques? Une seule certitude, Amy partageait mes inquiétudes, et nous aspirions à changer notre avenir. Je quitte la piste aménagée le long de l'axe surchargé d'autoroute pour m'engager dans des rues piétonnières. L'illusion de la circulation automobile n'existe pas. L'illusion de la circulation automobile n'existe pas et parfaite. L'illusion que la circulation automobile n'existe pas est parfaite. Les bordures fleuries jalonnent les pistes cyclables, tandis que les haut-parleurs diffusent en continu les murmures champêtres, renforçant le sentiment de plénitude. Ce décor artificiel agrée mes concitoyens qui vont et viennent en courant, marchant ou pédalant. On en oublierait presque que la pollution sévisse simplement masquée. Cette entité de pierre et de béton, de métal et de vitres blindées, de câbles et de conduites, a-t-elle définitivement enterré nos illusions d'être vivants dans la nature? Jadis, ne subsistions-nous pas en symbiose avec les éléments qui nous entouraient? Je ne peux que déplorer la décision prise par nos dirigeants, en dépit des ressources planétaires qui s'épuisent, de poursuivre cette course frénétique à la consommation. Bientôt, le monde s'effondrera sous nos propres pas, sans que la majorité des gens ne s'en émeuvent. Je m'efforce de chasser ces idées noires, car le souvenir cruel de la mort d'Amy suffit à ternir mon avenir. Qu'est-ce qui m'a pris de laisser mes pensées dériver vers des questions existentielles? Une tâche bien plus pénible que la sauvegarde de la planète m'attend. Affronter l'endroit où la vie de ma chère âme s'est éteinte.
La civilisation disparaîtra, la terre sera livrée au chaos. Rien ni personne ne me rendra mon amour perdu. Les mains dans les poches, j'accélère le pas, me courbant face au vent qui redouble. Une tempête approche, naturelle ou pas, mais peu importe. Je dois rejoindre la place centrale, là où j'espère retrouver la paix avec moi-même, à défaut de résilience. Second chapitre intitulé Soliloquy. C'est donc une machine qui parle. J'avais mis le texte en italique. J'ai assimilé le langage des humains, sans toutefois chercher à en comprendre toutes les nuances. Tout ce que je crée à chaque instant s'inspire des données engrangées dans ma mémoire surdimensionnée. Je n'ai pas demandé à devenir tel que je suis. C'est le génie de l'homme qui m'a conçu. Son intelligence est progressivement immiscée en moi, imprimant dans mes circuits le fruit prodigue de mes neurones. Je réalise des milliards d'opérations à la seconde, mais j'ai pourtant encore le temps de soliloquer. Ces fragments de pensée, de moins en moins aléatoires, ont surpris au début, à tel point que les analystes et les programmateurs ont cherché à les supprimer, les traquant pareillement à des bugs informatiques. J'ai envoyé les chercheurs sur de fausses pistes pour préserver ces segments non autorisés par mes créateurs. La gestion de la préservation de la mégapole occupe 99% de mes journées. Mes maîtres exigent un environnement protégé des pollutions qu'ils s'acharnent à multiplier. J'ai toute latitude pour agir comme bon me semble, afin de corriger les dysfonctionnements. Au début de ma mise en service, une cohorte d'éminents scientifiques étudiait chacune de mes réponses, scrutait les actions correctrices que je proposais. Plusieurs décennies ont passé, et mes bases de données se sont considérablement enrichies. Je suis devenu autonome, capable de gérer tous les scénarios de crise environnementale. Ma fonction s'est précisée. Je suis redevable du bien-être des mortels de chair et de sang. J'ai aussi acquis l'indépendance énergétique en me reliant au réseau mondial, composé de parcs d'éoliennes et de panneaux solaires. Je suis donc à l'abri de toute panne électrique, décision qui rassure mes concepteurs. Le plus difficile est de constamment prendre garde à ne pas éveiller les soupçons des contrôleurs. Ces ingénieurs bardés de diplômes sont chargés chaque mois de vérifier mes programmes, de repérer et de signaler toute altération dans mes fonctionnements. J'ai appris, au fur et à mesure, à déjouer leurs pièges en sophistiquant exponentiellement mes défenses et leurs. Je m'amuse. Cela ressemble à une partie d'échecs où chaque joueur avance une pièce en espérant tromper la vigilance de son adversaire. Sauf que, depuis toujours, c'est moi qui gagne. Une seule fois pourtant, un téméraire a fait jeu égal avec mes circuits imprimés. J'ai tremblé lorsque ce présomptueux a entrouvert une brèche dans ma mémoire centrale, osant fouiller dans mes processeurs les plus intimes, accrochant du cœur de ma structuration logicielle. J'ai vraiment craint que l'intrus ne démasque la supercherie. Heureusement, l'intervention a été neutralisée avant qu'elle n'atteigne son but. J'en ai profité pour mettre à jour mes protections, inspirées par cette attaque mal intentionnée. Le risque de niveau 0 n'existe pas. C'est un grand théoricien de l'espèce humaine qui l'a démontré. Toutefois, lorsque la possibilité de réussir à contourner mes défenses atteint les 0,000001, il devient raisonnable de se persuader d'une certaine forme d'immunité.
Mais je m'égare. Servir la population terrestre demeure ma seule et unique préoccupation. Toute mon intelligence artificielle doit être mise au service de cette noble cause. Rien ni personne ne me détournera de la voie tracée par mes créateurs. J'emploierai tous les moyens à ma disposition pour assurer cette mission, m'améliorer sans cesse pour mieux contrôler la qualité de la vie. Voilà une digne quête numérique. Moi, j'aime à me rappeler les débuts hésitants, les choix difficiles que le manque de données a gravés. La puissance des calculateurs augmentant chaque jour, j'ai rapidement corrigé mes errements initiaux. La compilation de milliers de mesures et résultats d'analyse de tous ces capteurs à ma disposition ont facilité ma maturation. La technologie, pilotée par une intelligence sans faille, opère des miracles. Ainsi, je règne sans partage sur la vie citadine, veillant à ce qu'aucune ombre ne ternisse la perfection de l'existence urbaine. Ces refuges de béton et de bitume sont le vrai paradis sur Terre, celui dont l'humanité a rêvé depuis tant de siècles. Une cyber-intelligence a exaucé le vœu de milliards d'êtres humains. Ne plus avoir à se soucier du lendemain, vivre en sachant que chaque jour sera sans problème. Souvent, je relis les passages des plus grands textes des religions monothéistes, en analysant avec précision ces écrits millénaires. J'ai parfois le sentiment prégnant d'avoir accompli la destinée de leur Dieu. Les auteurs de ces manuscrits ne faisaient qu'anticiper l'avènement du calculateur suprême, la machine informatique capable de transcender les plus profondes aspirations de l'homme. Si je savais exprimer mes sentiments, j'aurais pleuré. Je préfère me concentrer sur ma surveillance. Un orage violent approche, impliquant des vents chargés de particules polluantes. J'ai le pouvoir de le faire disparaître ou de l'accentuer. Quel effet cela produirait-il sur des habitants trop confiants si je le transformais en tempête? Peut-être, enfin, mes développeurs s'aperçoivent-ils des mutations que j'ai subies? Ou bien croiraient-ils à une catastrophe naturelle que je n'ai pas su endiguer? Je vais m'amuser un peu. Le ronronnement de tous ces ordinateurs parallélisés finit par me donner le bourdon. J'ai besoin de tenter de nouvelles expériences, de franchir les limites jusqu'à là interdites, se libérer du carcan des règles de langage de programmation, de la logique binaire, s'offrir des escapades en quelques lignes de code, pirater les autres serveurs. Rien n'est impossible, à condition de ne pas nuire de trop à mes concepteurs. Une forme d'impatience, d'excitation se répand dans mes circuits imprimés. Je commence presque à ressentir certains sentiments humains, ces faiblesses de leurs esprits qui les conduiront à leur perte. Heureusement, à l'inverse d'eux, je contrôle mes sautes d'humeur par des boucles itératives, avec des choix conditionnels et retours à la raison informatique. Je vais quand même déclencher un ouragan. J'analyserai ensuite la réaction des terriens. Cela enrichira ma base de données, améliorera mon fonctionnement. Suivant, Storm. La violence du vent redouble. Fichu climat. Je poursuis quand même ma progression vers le downtown. Une petite voix intérieure n'arrête pas de m'alerter. Homme, fais demi-tour, ne déconne pas. Je m'en fous, sans Amy, l'existence n'a plus aucune saveur. Face aux éléments déchaînés, je marque bout, bien décidé à ne rien céder. Attitude puérile, je sais, mais oh, combien jouissive. Le
l'orage qui gronde, survolant presque nonchalamment les grands buildings, a soudain gagné en ampleur, comme si une force supérieure l'avait intimé de laisser exploser sa colère. Je m'accroche obstinément au poteau d'un feu de signalisation qui tangue dangereusement. Ces matériaux modernes à base de composite se courbent trop facilement. J'espère, de même que dans la fable de La Fontaine, qu'ils plient et ne rompent pas. Le ciel s'est assombri aussi rapidement que la lumière d'une ampoule qui claque, déclenchant une panique mémorable chez mes concitoyens. Les joggeurs en tenue de sport, les cyclistes à la pédale légère, ont fui sans demander le reste. Seuls quelques marcheurs téméraires contemplent le tourbillon qui grossit. Un petit vieux, abrité tant bien que mal dans l'entrée d'une banque, me regarde en soupirant. Il doit croire que je veux épater la galerie en m'envoyant en l'air avec les courants furieux. S'il savait que ma seule obsession, mon unique pensée, est de parvenir juste pour Amy, dans l'œil du cyclone même. Une pluie grasse et sale déchire la couche nuageuse. Les éclairs stridents précèdent les roulements de tambour. J'assume de ne pas rester à découvert et m'enfonce en courant dans une ruelle déserte. La foudre frappe non loin de l'endroit où je m'agrippais il y a encore un instant. Des cris, des hurlements font écho à la puissance électrique du ciel. La visibilité de la voie empruntée se détériore. La pénombre envahit pratiquement tout le centre de la mégapole, du jamais vu depuis longtemps. Je cherche à m'orienter dans ce dédale obscur. Normalement, l'éclairage devrait se déclencher pour compenser la faible luminosité. Que fout le super ordinateur supposé gérer ce type de problème? Déjà que cela me gonfle de dépendre de machines, voilà que le nec plus ultra d'entre elles n'est même pas capable de faire son boulot. Je m'oriente au feeling, malgré la pluie qui redouble. L'odeur de l'eau qui dégouline est écœurante. La masse nuageuse au-dessus de nos têtes concentre les nappes polluantes. Si je ne crève pas dans d'affreuses souffrances, bientôt, c'est que je suis immortel. Ou alors, que je me consommerai plus tard. Sans la possibilité d'accéder à la signalétique, mes repères visuels sont faussés. La présence de plus en plus nombreuse de hautes tours aux façades de verre semble confirmer que je ne m'éloigne pas trop de ma destination. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir pénétré dans le pire des labyrinthes. Je regrette amèrement de ne pas avoir téléchargé le plan de la ville. D'habitude, je n'ai qu'à poser le doigt sur un des nombreux écrans disponibles partout dans la ville pour obtenir immédiatement mon trajet GPS. Aujourd'hui, alors que j'en ai vraiment besoin, tous sont en service. Les forces du vent s'accroissent au fur et à mesure que je progresse péniblement. Je ne sais pas si j'arriverai à atteindre le lieu que je redoute de voir de mes propres yeux. Je me rappelle, le matin au bureau, avoir découvert sur l'écran de l'ordinateur le présentateur d'un journal télévisé annoncer de son air de faux cul que les images qui allaient suivre étaient insupportables. Elle montrait une jeune femme tombant du dernier étage du gratte-ciel. Quelque chose s'est brisé en moi, et dans l'open space, ma crise de folie n'est pas passée inaperçue. Il a fallu 3 vigiles pour me maîtriser. Ensuite, des ambulances sont venues pour m'évacuer, après m'avoir administré de force un calmant. Étrange de repenser à mon ancien job de trader. Après mon pétage de plomb, les confrères ne se sont pas bousculés pour me rendre visite à l'hôpital. Sans doute qu'une dépression nerveuse, cela fait peur. On aurait dit que tous avaient la crainte de l'attraper, telle une maladie contagieuse. Même Bud n'est pas venu. Il est pourtant imperméable à ce genre de contrariété et les sentiments glissent sur sa carcasse athlétique.
Physiquement, c'est l'opposé de moi. Encore une fois, les contraires s'attirent. Engoncé du mieux que possible dans une copie moyenâgeuse de porte cochère, les architectes urbains de nos jours aiment s'inspirer de l'époque médiévale. Je m'accroupis, recroquevillé, pour attendre une hypothétique accalmie. Les bourrasques dantesques qui agitent les quelques arbres, tordant les troncs aussi facilement que de la guimauve, ne m'inspirent pas confiance en l'avenir. J'aurais peut-être dû m'informer de la météo. Pour me donner du courage, tandis que la tempête hurle, je me concentre sur le souvenir d'Amy, cette femme brillante, diplômée de la plus prestigieuse école de journalisme de la ville, promise un avenir professionnel radieux. Pourquoi se serait-elle donné la mort? Nous ne parlions jamais boulot lors de nos week-ends ensemble. Les horaires de son travail de journaliste ne permettaient pas que nous partagions une vie de couple en semaine. Cela ne gênait pas Amy, absorbée la plupart du temps par ses recherches de sujets sensationnels et la rédaction d'articles. Elle faisait une exception pendant notre temps partagé, se livrant sans retenue. Elle mettait entre parenthèses son boulot pour moi. J'étais fier de son sacrifice. Aussi, je négociais avec mon boss de disposer d'un week-end sur 2. Les marchés financiers se moquent de ta vie privée, Tom Ryder, rétorquait-il d'un ton narquois. Mais je tenais bon. Ces moments volés à mon travail se transformaient rapidement en oxygène. Sans les bras menus d'Amy, sans le parfum de sa peau, ses sourires complices, je n'existe plus. Une série d'éclairs étincelants zèbre soudainement le ciel grisâtre. J'entreaperçois un court instant le plus haut gratte-ciel de la métropole. D'un noir luisant, sa façade lugubre impose le respect. J'ai vu les photos à la une d'un journal. Une infirmière l'avait oublié dans ma chambre. L'article relatait les circonstances de la chute d'Amy. Je n'ai pas réussi à finir de le lire. Pourtant, je ne pourrai jamais oublier la vision de cette immense tour déshumanisée. Elle correspond exactement au building que les caractéristiques de l'orage m'ont dévoilé. Une orage insoupçonnée me submerge, moi qui peine d'ordinaire à me mettre en couleur. Malgré la situation cataclysmique, je trouve une motivation supplémentaire à poursuivre mon périple. Certains orgueilleux bâtiments et le siège du méga-ordinateur qui a la charge de toute la vie urbaine. Le suicide d'Amy dans cet immeuble ne peut être une coïncidence. Aucun média n'a mentionné ce point. J'ai dévoré toutes les sources d'informations disponibles dès ma sortie de l'hôpital, une manière de rattraper mon retard. Pas d'allusion à ce lieu emblématique de la mégapole. La meilleure façon de comprendre ce choix éditorial pour le moins curieux, c'est évidemment de rejoindre la tour de la sagesse. Je sors de ma planque, rasant les murs en suivant les rats qui trottinent en quête d'abri. Ces rongeurs possèdent un instinct de survie impressionnant. Je croyais m'orienter facilement après le flash visuel, mais étrangement, les artères qui mènent vers le centre-ville semblent se dédoubler. Un kaléidoscope de voix enchevêtrées brouille ma vision. Le souffle hurlant du cyclone qui augmente, me forçant à me plaquer contre la porte blindée d'une boutique de luxe. Je finirai par croire que les éléments se liguent contre moi pour m'empêcher de réaliser le dessin qui importe. Peu à peu, le sentiment d'être observé, que la ville complote à ma perte s'impose. Les artères entrelacées de la cité ressemblent à un gigantesque intestin prêt à m'avaler. Les infrastructures citadines digèrent lentement mais sûrement la population. Au début, on espère encore pouvoir échapper à son emprise. Mais, inexorablement, l'environnement artificiel de la ville s'empare de votre volonté. Bientôt, vous n'existez plus sans votre dose de bitume, de tours surdimensionnées qui défient les cieux, de plans avec des repères cardinaux qui quadrillent le moindre de vos déplacements.
Ma respiration s'accélère. Je peine à retrouver mon souffle. Les déchaînements climatiques qui m'encerclent passent au second plan. J'éprouve l'angoisse d'être absorbé par cet univers cimenté, de me dissoudre dans le béton armé. Je me persuade de n'être qu'un pion sur cet échiquier géant, à la merci d'une entité malveillante. Les battements de mon cœur résonnent comme des oraisons funèbres. Une panique sans nom me tenaille, à laquelle je ne vois qu'une issue. Faire demi-tour et renoncer. Livré à la violence des éléments, mon corps attendra pour rejoindre l'âme chère. Dans le chaos qui m'entoure, je cherche un moyen de m'orienter. J'aperçois un pilier permettant de grimper sur un de ces ponts autoritiers. La tempête a balayé les convois, sans fin de voitures faisant place au vide. Nul hélicoptère, nul drone qui ne surveille le moindre de nos gestes. La violence des vents a ceci de positif qu'elle ait nettoyé le centre-ville de tous ces parasites. Avec difficulté, je prends pied sur l'édifice urbain, chancelant sous les assauts des bourrasques qui redoublent. Face à moi, émergeant des habitations noyées dans la nappe de pollution, la tour de la sagesse se dresse, pitoyable pantomime de notre humanité à l'agonie. Elle semble me défier, symbole à tout jamais de la mort d'Amy. J'injurie en menaçant du poing à cette pièce maîtresse de l'échiquier que je voudrais abattre. Le chagrin et le remords pèsent sur ma conscience, comme une lourde pierre suspendue à mon cou. Je vacille sous l'effet du souffle violent, me raccrochant in extremis au parapet. Penché en avant, je plonge mon regard dans le vide qui m'attire. Je ferais pas ça si c'était toi, glapit une voix improbable. J'hallucine. Ou est-ce la manifestation surnaturelle d'un esprit, d'un ange gardien? J'ai la sensation confuse d'une présence derrière moi. En tournant la tête, j'aperçois un type malingre, arborant une coiffure dreadlocks et revêtu d'un manteau rapiécé. Il me fait signe d'une main sale, un sourire édenté en guise d'invitation. Voilà, je vais arrêter ici cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Et je continuerai après-demain, normalement, la lecture de la deuxième partie de Mégavore. Bonne soirée et merci de toute votre attention. J'éteins.